Que pour moi, le combat, c'est celui-là, c'est de se dire, au bout d'un moment, comment est-ce qu'on déconstruit cette culture du viol, cette culture de la pédocriminalité, cette culture de l'inceste, et puis qu'on arrive à impulser une vraie culture de la protection des enfants, voilà, pour aller un peu sur mon parcours et sur un peu le combat de ma vie. Basta l'Omerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast ? Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Bonjour à tous et toutes, premier épisode de Basta l'Omerta pour cette nouvelle saison dédiée aux actions que l'on peut poser dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. On accueille notre premier invité, Arnaud Gallet. Arnaud, donc tu es briseur de silence, tu as été victime toi-même étant enfant. Tu as fondé l'association Protéger. Alors, j'ai fondé deux choses. J'ai fondé le collectif Prévenir et Protéger, qui est un collectif que j'ai cofondé avec Rada Hatem, donc la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et j'ai cofondé plus récemment Move Enfant, qui est un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et qui est composé principalement de survivantes et de survivants de violences, notamment de violences sexuelles dans leur enfance et leurs alliés, parce que dans le combat, dans la lutte, il faut choisir son camp et on a décidé effectivement de le choisir et de se dire que c'est un vrai combat politique qui est à mener. Très bien. Et tu as écrit un livre aussi. Exactement. J'ai écrit un livre, J'étais un enfant, qui est sorti aux éditions Flammarion en octobre dernier. Et pour moi, c'était une étape importante. Au début, je pensais que c'était simplement mettre ma contribution à la société. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement important. Ça m'a sûrement permis de revoir l'enfant que j'étais. Très bien. Est-ce que, du coup, tu considères ton portrait comme complet ? Ouais, tout à fait. Après, on a toujours plein de choses à dire, mais on le dira plus tard. Donc c'était à cette occasion qu'on s'est croisés. Donc aussi publiquement en fait, on va parler, promettre un peu de ton parcours en fait, ton parcours en tant que du coup victime, parce que publiquement en fait tu en parles. Alors je sais pas si tu veux en reparler, mais c'est quelque chose en écoutant les interviews qui t'est en tout cas cher en fait, parce qu'il faut en parler quoi. Il faut des fois parce que on parle des violences sexuelles sans vraiment évoquer ce qui se passe. Est-ce que tu es confortable pour en parler de ce qui t'est arrivé et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à briser en fait le silence ? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas d'en reparler. Moi, mon combat, par exemple, je le dis, depuis tout petit, j'ai été victime, j'avais un père extrêmement violent, très très violent. C'est-à-dire cette violence, elle était physique, elle était verbale, elle était, des humiliations, elle était donc psychologique, etc. Et ces violences, elles étaient extrêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un père qui a été jusqu'à me braquer avec une arme, etc. Tout le monde savait, en fait, ces violences-là dans le quartier, toute la famille les connaissait. Et ce qui a fait de moi j'en suis plus que convaincu, l'objet, en fait, d'un prêtre pédocriminel entre l'âge de 8 ans et 11 ans. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par ce prêtre qui s'était lié d'amitié d'ailleurs avec mon père, étonnamment, parce que mon père faisait quasiment 6 mois en Afrique. Et ils se sont rencontrés au Gabon, parce que lui était au Gabon donc à ce moment-là, et à chaque fois en fait qu'il venait en France, comme on n'était pas très loin de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il venait dormir chez mes parents, et d'ailleurs particulièrement dans ma chambre, ce que j'ai jamais compris, parce que mes parents avaient une chambre d'amis. Donc moi j'ai une inconnue, je sais pas pourquoi mes parents la mettaient dans ma chambre et pas dans la chambre d'amis, soi-disant parce qu'elle était pas rangée, j'en sais rien, enfin bref, c'est l'anecdote. Et j'en parle de manière assez simple, parce que j'ai jamais compris en fait avant l'âge de 19 ans ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que pour le coup, j'ai fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique partielle, mais j'avais beaucoup d'éléments qui me revenaient en fait, c'est-à-dire que je le savais, mais ce que je comprenais, j'avais le sentiment d'avoir été acteur. Ou tout du moins, comme je me suis pas défendu, et comme lui n'a pas fait usage de violence, j'avais compris en fait que c'était sûrement comme ça qu'on apprenait en fait à faire l'amour, pour dire les choses. De cette manière-là, je pense que comme c'est un sujet assez tabou finalement, et je pense beaucoup poser la question de se dire tiens, comment est-ce qu'on fait la première fois, et lui me l'a présenté comme ça en fait. Lui qui était donc prêtre Don Bosco. Donc Don Bosco, c'est une congrégation religieuse qui va, pour que les personnes comprennent bien,
qui va notamment un peu partout dans le monde et qui s'occupe d'enfants. Donc lui, il avait l'habitude, donc toute la légitimité. Et moi, je me suis dit, c'est sûrement comme ça en fait qu'on fait, j'en sais absolument rien. Et donc, il m'a commencé par me présenter ça comme une découverte de mon corps. Et après, ça a été plutôt sur un registre sexuel jusqu'à effectivement... Enfin voilà, moi je le dis, c'est un peu cru ce que je vais dire là, mais je le dis parce que moi, je trouve que derrière le mot viol, inceste, etc., on voit pas tout. Enfin, il faut bien se rendre compte ce que c'est quand à l'âge de 8 ans, on se fait masturber et sodomisé par un adulte qui là avait 70 ans quasiment, donc voilà, donc c'est une violence inouïe mais que j'avais pas du tout comprise comme violence et pour moi ça fait partie de mon combat en fait, c'est-à-dire que donc moi j'ai grandi on va dire dans les quartiers nord de Paris. Et à l'époque, Gare du Nord, parce qu'on avait le train qui allait directement à Gare du Nord, c'était l'époque où malheureusement, déjà à l'époque, il y avait des femmes qui se faisaient violer à Gare du Nord, qui étaient violées par Gare du Nord, et qui avaient en fait un couteau sous la gorge. Et donc moi, il m'a jamais mis de couteau sous la gorge. Donc ma compréhension en fait du truc et du mot viol, c'était vraiment en lien avec quelque chose d'hyper violent, etc. Et c'est vraiment à l'âge de 19 ans. Et c'est pour ça que j'aime bien témoigner, moi d'ailleurs, dans les médias, etc. Ou là, sur un podcast, c'est que grâce à des témoignages en fait à la télé, j'ai pu comprendre ce qui m'était arrivé. Et ça a été d'une violence sans nom. Et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est sorti tout seul en disant c'est ce qui m'est arrivé. Et puis après, donc j'ai fait tout un travail. J'ai été dans une grande dépression avec, des envies suicidaires très fortes. Avec une grosse consommation très jeune, de l'âge de 12-13 ans, alcool, cannabis, etc. Enfin voilà, j'allais jusqu'à fumer 10-15 joints par jour, etc. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai toujours du mal avec la dépendance. C'est-à-dire, j'aime pas que quelqu'un me domine, j'ai toujours un peu le problème, quelqu'un ou une substance, je pense, peu importe. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter en me disant, c'est pas possible, là, je fais n'importe quoi, machin, j'ai pas envie de rien faire de ma vie, machin, bref, paf, j'arrête tout. Donc, grande dépression, et je suis orienté vers un psychiatre qui m'a sauvé, quoi. Je le dis, qui a mis les mots. Et grâce au travail qu'on a fait ensemble, à l'âge de 25 ans, donc je commence à 19 ans avec lui, à l'âge de 25 ans, me reviennent en fait des souvenirs, parce que lui insiste en disant vous vous souvenez quand même, parce que je le dis sans cesse, moi j'ai l'impression qu'on m'a volé mon enfant, je me souviens pas de bons moments en fait. Alors, je m'en souviens un peu parce que là j'ai réussi donc à revoir l'enfant que j'étais à travers le livre, etc. Sauf qu'en réalité tout ça c'était complètement flou pour moi. Et le psy, en insistant, me dit, donc le docteur d'ailleurs, Jean-Marie Forger, me dit oui, mais quand même, vous devez avoir des souvenirs, vous avez bien une maison de famille, etc. Et effectivement, il y a des choses qui me reviennent comme ça, et je me souviens notamment d'une pièce de théâtre dans la maison familiale, avec deux de mes cousins. J'étais âgé de 12 ans, eux avaient 13 et 15 ans, et au bout d'un moment, il y en a un des deux qui... Alors moi, je jouais le rôle d'une femme. L'aîné en fait au bout d'un moment dit attends, je vais te montrer ce que je te ferais si t'étais une femme. Et effectivement il m'a sauté dessus, son cadet m'a pris les poignets, m'a mis au sol, et pendant que l'aîné est venu à califourchon sur moi, m'a mis son sexe dans la bouche, etc. Et ça, c'est des choses qui me sont revenues en thérapie. Donc j'ai eu, et pourtant c'était complètement dingue, et là aussi ça fait partie de mon combat, mes cousins juste avant ça, je partais avec eux en vacances, etc. C'était en plus, eux avaient perdu leur père, qui s'était suicidé quelques années plus tôt, et donc du coup, l'idée pour eux c'était vraiment d'être dans un truc, personne n'a compris en fait quand j'ai annoncé ça. La seule chose, j'arrêterai peut-être là-dessus, c'est que la seule chose qui m'a sauvé, c'est que eux ont reconnu les faits. Donc au début je me suis dit, c'est bien, ma famille va se ranger derrière moi, et en fin de compte pas du tout. Comme eux ont banalisé les faits une fois de plus, c'est-à-dire c'était un jeu, machin, la pièce de théâtre, tout le bazar, etc. Et d'ailleurs je le dis, je peux en parler là, j'ai eu une expertise il y a pas très longtemps parce que l'affaire est en cours là actuellement, mais j'en parle sans problème. L'experte psychologue pardon, qui m'interroge, elle m'interroge sur le nom de la pièce de théâtre à un moment donné. Truc dont on se fout royalement parce qu'eux ont reconnu les faits, donc je lui dis mais c'est pas le sujet, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que on peut être respectueux de la culture, mais là, je pense pas qu'il s'agisse de ça. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que pour moi, le combat, c'est celui-là. C'est de se dire, au bout d'un moment, comment est-ce qu'on déconstruit cette culture du viol, cette culture de la pédocriminalité, cette culture de l'inceste. Et puis, qu'on arrive à impulser une vraie culture de la protection des enfants. Voilà, pour aller un peu sur mon parcours et sur un peu le combat de ma vie. Ouais. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu me dis. Enfin, j'ai même les larmes aux yeux. Tu parlais justement de déconstruire cette culture, et
dans ton livre, je sais que tu précises que en fait, tu viens d'une famille bourgeoise irréprochable, en fait. Donc c'est pas Irréprochable, peut-être pas. c'est ce qui est marqué dans ta... Ah ouais. Sur les en apparence. Exactement, en apparence. C'est exactement ça qui m'intéresse. Et après, tu parles aussi de la révélation, en fait, qu'à 19 ans, tu as vu un reportage sur un prêtre pédocriminel. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Et que tu as dit à ta mère que ça t'est arrivé à toi aussi. Elle a répliqué on s'est bien fait avoir. Et c'est une phrase, il me semble que... Ouais, t'as raison de revenir là-dessus. C'est une phrase pour moi qui est extrêmement importante que j'ai pas il m'a fallu plus de 20 ans pour comprendre, en fait. Et c'est grâce à Camille Kouchner que j'ai compris ce que ma mère disait. C'est-à-dire que bien sûr que ses propos n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais souhaité, bien évidemment, comme beaucoup de victimes, c'est du soutien. Sauf que ma mère, quand elle dit on s'est fait avoir, aussi dysfonctionnelle soit-elle, parce que ma mère a accepté, après c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que les violences de mon père étaient telles. J'ai jamais compris, en fait, pourquoi ma mère nous a jamais protégés. Je le dis, moi, j'ai encore plein de traces sur mon corps, quand même, un peu partout, des violences de mon père. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais... Ma mère, donc la réaction qu'elle a ce jour-là, de dire on s'est fait avoir, moi je me dis mais c'est quoi ce truc, on s'est fait avoir de quoi? Donc moi je croyais qu'elle allait me prendre dans ses bras. Et grâce à Camille Kouchner, j'ai compris effectivement qu'elle s'était vraiment fait avoir. C'est-à-dire que pour elle, c'était inimaginable, je pense. C'est-à-dire que, alors après, même si, encore une fois, pour moi, il y a l'inconnu de la chambre, machin, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête réellement. Enfin, j'imagine, j'en sais absolument rien. Je préfère, je pense, sûrement entendre ça comme ça. Mais oui, donc j'imagine la violence, la déflagration, etc. Ce qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que ça aussi, c'est important hein, quand on parle de violence, d'ailleurs faite aux femmes, aux enfants, etc. On parle souvent en fait d'une forme de dualité. Et je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça à un moment donné. C'est-à-dire que ces violences, elles sont systémiques. Alors bien sûr qu'il y a un agresseur, bien sûr qu'il y a une victime qui peut être identifiée. Après, en réalité, il y a des co-victimes qui sont aussi à identifier. Et puis il y a des personnes, et j'y tiens, qui ne dénoncent pas, qui participent au système de l'agresseur, qui participent à un système d'impunité au-delà de la justice. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, que ce soit mon exemple ou là, plus récemment, l'affaire Abbé Pierre dont on parle, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, il y a un flagrant délit de non-dénonciation de crime d'agression sexuelle qui permet en fait à un agresseur, tranquillement, de faire sa life et que, comme moi, mon agresseur, les faits, je les ai révélés une fois qu'il était mort. Tout simplement parce que vous avez quelqu'un, encore une fois, qui en donne le bon Dieu sans confession, on le met sur un piédestal, il est auprès de gamins. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler, moi-même, à l'époque, quand ça m'est arrivé, dans les années 80, c'était en 88 exactement, 89, pardon, c'était l'époque où il y avait aussi Somalie, etc., etc. Bref, c'était une époque qui était très marquée. Lui était prêtre missionnaire en Afrique. Je veux dire, l'Afrique, quoi. On arrivait avec nos sacs de riz à l'école. Non mais c'est vrai. Et puis donc du coup ce grand-oncle-là arrivé en disant ouais c'est le prêtre machin en Afrique, il aide les enfants noirs machin, t'es là waouh c'est exceptionnel, etc. Puis tout le monde se dit ouais c'est super machin. Forcément, puis moi vu le contexte, j'allais pas dire à mes parents ouais c'est bizarre ce qu'il m'a fait hier. C'était sûr, lui il le savait. Donc ça veut dire quelle est la responsabilité des uns et des autres là-dedans? Et ben en fait on s'en moque en fait en France aujourd'hui. Moi, je trouve ça intolérable, insupportable. Ça a des conséquences sur l'enfant, ça a des conséquences sur les adultes que nous devenons par la suite. Et moi, ça me voilà. Et je peux pas uniquement. Je pense que j'ai des facteurs de résilience qui sont entre guillemets plutôt bons, si je peux dire les choses comme ça. Mais moi, je pense à toutes les personnes qui justement réagissent comme elles peuvent, qui se retrouvent soit à la rue, soit dans des situations addictives de dingue que j'ai pu connaître, etc. Mais moi, tout simplement, ça a été ma manière de réagir d'une certaine manière. Est-ce que moi, on doit être dans la méritocratie, dire aux gens, bah tiens, réagis comme Arnaud Gallet ou réagis comme un tel. C'est quoi ce truc? On est dans un état-providence où on se dit à un moment donné, on remet les choses à l'endroit, où on se laisse vivre comme ça en disant, bah tiens, après tout, ils n'ont pas réussi, et donc on laisse les gens chacun dans leur merde. Et moi, je trouve ça insupportable. Je voulais vraiment revenir sur la question de la résilience, puisqu'effectivement, comme tu dis, ça dépend. Chaque personne a ses capacités de résilience. Tu as traversé énormément d'émotions sur le parcours qui a fait que tu as réussi à avancer. Est-ce que, en tant qu'activiste, en tant que première ligne aujourd'hui au sein de ton association, lorsque tu témoignes, est-ce que parfois ça arrive de réactiver des émotions que tu as vécues
Ou au contraire, est-ce que les émotions, tu arrives à en faire une barre d'énergie où tu te lèves tous les matins en disant je vais utiliser cette émotion Et moi, je pense que, pour reprendre ce que les psys m'ont souvent dit, encore là récemment, en réalité, je dois tout à l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que très tôt, avant même d'ailleurs les viols, etc., ils disent même que c'est quasiment archaïque. Sûrement vers l'âge de 2-3 ans, mon père m'a donné les premiers coups, etc. J'ai compris comment, j'en sais absolument rien, qu'il y avait un truc dysfonctionnel. Et donc, j'ai réussi en fait à me dire, bah, vas-y, tape-moi autant que tu veux, mais quoi qu'il en soit, moi, je resterai maître un peu de ce truc. Et en tout cas, moi, la violence, par exemple, je l'ai toujours rejeté. J'ai jamais été quelqu'un de violent. J'ai été zébulon à l'école, tout ce qu'on veut. Je le dis, je raconte souvent. Mais j'ai jamais tapé personne, j'ai jamais agressé personne. Ça m'est jamais arrivé. La violence, je la déteste, je la vomis. On peut dire tout ce qu'on veut, etc. Et je pense que voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça me réactive ? Bien sûr, ça peut me réactiver quand même des choses. C'est-à-dire que moi, je trouve que les moments qu'on vit aujourd'hui, par exemple, notamment parce qu'on est, par exemple, en plein procès Pellico, etc., enfin, pour les victimes, sincèrement, c'est d'une violence sans nom. C'est-à-dire que ça nous refait vivre de trucs de l'ordre de... Enfin, je veux dire, moi un truc qui m'excède au possible, c'est d'entendre, alors au-delà des avocats de la partie de la défense, là, qui font un peu n'importe quoi, mais qui sont, si je peux dire ça, dans leur rôle, même si forcément, là, le procès, il n'y a plus de huis clos, donc forcément, on assiste. Hein, mais je veux dire, quand on voit les agresseurs qui fanfaronnent, etc., tout ce truc-là, finalement, de cette culture, on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Il y a une inversion complète. Bien sûr que pour les victimes, c'est hyper insécurisant. Ça fait peur, en fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Gisèle Pellico, par exemple, l'a dit, franchement, je comprends pourquoi des victimes ne déposent pas plainte. Non, mais clairement. Je veux dire, sur les enfants, il faut rappeler quand même que dans ce pays, et c'est le chiffre de l'ONDRP, donc Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, vous avez moins de 4% des enfants victimes qui déposent plainte. Pourquoi ? Déjà, parce que forcément, ok, ils sont sous la responsabilité, mais plutôt sous la possession de leurs parents, parce que la responsabilité, c'est bien beau, mais on voit bien comment ça se passe. Et au-delà de ça, même en tant que parent, quand on va déposer plainte, je veux dire, il faut y aller, il faut se dire à quoi je vais exposer mon gamin. En réalité, il y a quand même ce sujet-là qu'il ne faut pas évacuer. On l'évacue complètement. Et moi, je trouve qu'effectivement, au regard de tout ça, bien sûr, moi, j'y vais parce que je sais pourquoi j'y vais, dans la dimension politique, etc. C'est un truc, c'est comme une carapace. Mais intérieurement, c'est insupportable. Je trouve ça hyper violent. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, là, même dernièrement, dans des situations où, je sais pas, d'ailleurs, je peux prendre l'exemple ici, comme ça, au moins, ce sera fait. Nous, on fait chaque année, par exemple, les journées d'été, on a été chez les écolos, là, donc les ELV, on a été aussi au campus PS. Je me suis tapé des discussions avec des sénatrices, sénateurs, avec des députés, etc., qui nous disent « Ouais, alors moi, je suis pas expert du sujet, c'est pas mon sujet, moi. » Ah bon, les violences faites aux enfants, c'est pas votre sujet ? Ah ouais, c'est intéressant comme truc. Et c'est quoi votre sujet ? Et non, mais alors moi, si quelqu'un veut bien y aller, je veux bien suivre. Et quand tu te tapes ça, non mais tu vois, on en rigole un peu, moi aussi, bien sûr, j'ai rigolé un peu. Mais je veux dire, quand tu te tapes ça toute la journée, moi je suis hyper positif, mais tu te dis, tu te déplaces, tu vas voir les gens, tu leur remets un prospectus, tu parles avec eux, que les gens te balancent ça. Enfin, je peux prendre l'exemple, je m'en fous, je l'ai allumé comme ça. Moi, j'ai eu l'échange avec François Ruffin, tiens, pour discuter comme ça, EELV, j'ai halluciné. Il me dit, c'est pas mon sujet. Je dis, mais vous là ? Je fais, vous, c'est pas votre sujet, avec la grande bouche que vous avez, quand on vous entend, vous imaginez le bruit que ça pourrait faire ? Un François Ruffin qui s'intéresse au sujet ? C'est plus simple d'être devant des blocages d'usines, mais bien sûr, il faut le faire, il faut dénoncer ce qui se passe en termes de violence économique, etc. Je fais, mais les violences faites aux enfants, c'est pas votre sujet, vous allez me répondre ça comme ça ? Je fais, mais c'est insupportable. Et bien sûr, pour moi, c'est forcément, je tombe de haut, parce que se prendre ça dans la gueule, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé de le dire comme ça toute la journée. Je veux dire, faut y croire. Mais au bout d'un moment, je regarde ma montre et j'ai le réflexe de me dire vaut mieux rentrer chez soi, quoi. Faut se protéger à un moment donné, parce qu'on se dit j'espère au moins que j'en aurais convaincu un sur la 50aine que j'ai pu voir dans la journée. Mais c'est hallucinant. Je me dis mais quand même bien. Et donc je trouve ça hyper violent. Je me dis je comprends mieux pourquoi j'ai été violé, pourquoi d'autres gamins se font violer, etc. Et tout le monde s'en fout et que les gens se permettent de fanfaronner, parce que finalement c'est le sujet de personne en fait. Ça les arrange tous en fait. C'est le sujet de personne. Et moi, ça me révolte. Alors après, deuxième effet qui se coule, et j'arrêterai là-dessus aussi, c'est que moi, ce que je fais, généralement, je rentre chez moi, puis le lendemain, ça va mieux, et je me dis, putain, on va pas lâcher le truc, je trouve ça inacceptable, ce truc. La prochaine fois, je me le refais. Il n'y a pas de problème, j'aurais plus en forme, j'aurais plus d'arguments, mais je trouve ça insupportable, c'est exécrable, quoi.
Non, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'en fait, les milliers et milliers de victimes, des millions de victimes, en fait, elles sont directement, leur souffrance directement liée à deux personnes, en fait, vraiment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. En fait, la décision, en fait, c'est une décision politique avant même toute chose. Donc vraiment, tous les précédents, en fait, de tous les partis politiques d'ailleurs, sont vraiment responsables, en fait, d'une situation apocalyptique, en fait. Justement, tu évoquais sur ce côté de déjà un thème de la fatigue du militant. Ça peut être, en tout cas moi ça l'a été, peut-être toi tu es passé par des phases où peut-être ça dure juste quelques heures et que tu es peut-être fatigué de te battre, parce que malheureusement le vocabulaire en fait du combat est toujours associé un peu au... Je serai jamais fatigué de me battre. Toi, je te réponds tout de suite. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que l'enfant que j'étais a toujours été hyperactif. Je me suis toujours bougé. J'ai fini, grâce à lui, anthropologue, etc. Je pense pas réellement. C'est mal connaître l'enfant que j'étais que de penser que je serais fatigué. Même moi, je pense pas, justement. Je pense au contraire. Moi, ça me met la rage, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on est convaincu qu'on est dans le vrai, même si toute la société en fait fait fausse route, on s'en fout, en fait, faut y aller, en fait. C'est-à-dire que c'est inacceptable, hein. Ces violences-là, faut les dénoncer, même s'il y a un système qui est hyper violent, qui dit n'importe quoi. On revient sur Gisèle Pelicot, quand même. Gisèle Pelicot, le président de la Cour, commence en disant « Je vous préviens, on va pas parler de viol, on va parler de relations sexuelles. » Enfin, par exemple. Jamais. Levons-nous, les amis, pas de problème. Il veut dire ça. Et on lâche rien, c'est pas grave. Après, on nous dit oui, il est président d'un tribunal. On s'en fout. Et alors, président d'un tribunal, on veut quoi? On veut ça pour l'avenir. Nous, on se prend ça dans la tronche. Ça veut dire que le minimum syndical, si j'ose dire, c'est au moins qu'on soit en capacité de se dire au moins, on va changer ça. Pour les générations d'après, ça sera plutôt bien. Nous, au moins, on l'aura vécu, on sera dans l'histoire, j'en sais absolument rien. Mais ça, faut pas lâcher, quoi. Voilà, on est en podcast, donc on n'a pas l'image, mais j'ai multiplié les pouces en l'air à chaque fois que tu parlais. Et justement, alors pour revenir sur Levons-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, voilà. Donc, tu es le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. C'est quoi l'objectif du collectif? C'est quoi les actions concrètes que vous mettez en place? Alors, il y a deux choses. Là, le collectif Prévenir et Protéger, donc j'ai cofondé avec Radar Thème, c'est vraiment pour des professionnels, d'accord? Donc là, c'est pas forcément des moyens d'action. On a été grande cause nationale 2019 sous Édouard Philippe sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Donc la grande cause, en réalité, je veux dire, c'est pas grand-chose. On voit bien ce que ça a donné depuis les deux quinquennats qu'on est en train. Je vais le dire avec un peu d'humour, mais c'est exactement ça. En fait, c'est surtout un spot, etc. On a été identifié dans les ministères, donc c'est vachement bien. Et par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'action qu'on mène avec Move Enfant, qui est donc un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, s'inscrit sur soit des actions, je dirais, de coups de poing, happening, c'est-à-dire que nous, on y va. Alors, en plus, c'est rigolo, je prends un exemple. Là, on était dernièrement, conférence des évêques de France, on a mis un collage devant en disant « Affaire Abbé Pierre », que ceux qui savaient depuis 1955 soient jugés. Alors, c'est sûr qu'on ne déclare pas, etc. Donc, les flics arrivent. Moi, la première réaction que j'ai, par exemple, je dis aux flics, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils connaissent votre numéro de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve hyper bien, c'est que le problème, c'est pas celui-là. Je dis donc, ça veut dire que si le problème n'est pas celui-là, mais vraiment, il faut le prendre comme ça. Je dis aux flics, vous voyez, ils interviennent pour un collage sur un mur, ils couvrent des gens qui violent des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc les flics disent non, mais vous inquiétez pas. Donc nous, on repart jamais avec une amende ou quoi que ce soit, on fait juste un contrôle d'identité. Il n'y a pas de problème. Je veux bien même prendre l'amende si vous voulez, il n'y a pas de souci, on saura quoi en faire, on pourra communiquer un peu dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on mène ces actions coup de poing, on les a faites un peu partout, y compris à Grenoble, sur toute la France, tout le territoire d'ailleurs national, les Outre-mer, etc. On se développe, etc. J'étais en lien là avec la Réunion, machin. Et puis après, on va mener différentes choses avec Move Enfant. On a mis aussi en place une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. On s'est déplacé dans 28 villes. 28 villes où on met en débat en fait la question. On fait appel en fait. Nous, on croit beaucoup en fait au savoir expérientiel des victimes. C'est-à-dire qu'on se demande au bout d'un moment. Moi, je pense que la parole des victimes, elle est politisée. Il faut l'assumer en tant que telle. Si les victimes parlent, c'est je parle pour moi et pour protéger les autres. Si je parle pour moi et pour protéger les autres, ça veut dire que faut qu'on arrête de voir d'un côté le discours des victimes et puis dans un autre temps, on entend les experts. Non, en fait, il faut mettre tout le monde autour de la table parce que si les experts, pardon, ils déconnent des fois sur des trucs, ils dysfonctionnent ou ils comprennent pas certaines choses, on est en démocratie, parlons-nous. Donc c'est ce qu'on a fait avec la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Là, j'ai rencontré plus de 1100 personnes sur 28 villes, dont 10 d'ailleurs dans les territoires ultramarins, tels qu'on les appelle aujourd'hui. J'ai été à Mayotte, à La Réunion, j'ai été en Guyane, j'ai été à la Martinique, la Guadeloupe, etc. J'ai été en Corse, machin, enfin bref, différents endroits, à Marseille,
Marseille, Paris, etc. Et moi, je crois en fait que notre force, ça doit partir de la société civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop facile aussi à un moment donné de se dire que fait le politique. En fait, on est tous dans l'attente. On attend tous, en fait. C'est l'immobilisme total, ce truc. C'est-à-dire que c'est hyper anxiogène, en vérité. Et puis même, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'on ne vit pas en dictature. À un moment donné, on ne doit pas attendre du grand Manitou qui est en haut, quel qu'il soit, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, tout attendre. On doit attendre de lui qu'il prenne des décisions, c'est inévitable, ça fait partie quand même du rôle qu'on lui attribue. S'il ne les prend pas, et ben au bout d'un moment, organisons-nous. C'est ce qui s'est passé sur plein de sujets. Moi, j'arrête pas de le dire. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple même des années SIDA, par exemple. Les années SIDA, rappelez-vous, au début, on se disait c'est des PD, je suis désolé, je le dis comme ça, mais oui, c'est des homosexuels, mais c'était quand même dit comme ça à l'époque. C'est des drogués. Bon, personne se bougeait. Qui s'est bougé? Act Up, machin, d'autres associations qui faisaient tout le boulot ici, enfin tout le boulot qu'il fallait faire auprès effectivement des personnes, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Ça a plié. C'est tout. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va se réunir autour de la table. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que des activistes complètement énervés, qu'il y avait que des médecins, des machins, etc., des gens quand même sérieux qui pouvaient leur apporter des réponses, comme nous, c'est le cas aujourd'hui. Nous, on est à Move Enfant. Aujourd'hui, on a des professeurs de droit, on a des psychiatres, on a un tas de personnes, on a même des gens, pour le dire comme ça, en secret, dans les ministères, nous, qui nous appellent en disant, moi, je veux bien vous rejoindre, mais faut pas trop que ça se sache, je suis adhérent, etc. Mais c'est hyper rassurant, ce truc. Donc, il faut s'organiser, il faut qu'on soit dans un truc, il faut qu'on arrête ce forme de truc en se disant une forme de complotisme après facile qui vise à dire de toute façon le gouvernement fait rien pour nous, mais on doit pas non plus tout attendre du gouvernement, même si on doit attendre des choses fortes forcément. Au bout d'un moment, on va pas se mentir, on a besoin et de politique publique et on a besoin d'argent, et là on voit bien que malheureusement le bas blesse, mais bon, peu importe, organisons-nous. En plus, je le dis, et pour finir là-dessus, ça peut être hyper sympa. Nous on passe des moments très sympathiques entre nous, ce qu'il nous faut aussi vachement de bien, parce que pour beaucoup, là où c'est réparateur, pour beaucoup on a vécu des choses un peu plus dures avant, donc c'est bien aussi de vivre aussi des moments agréables. Non, c'est un sentiment important. C'est le joie de la communauté, en fait, du collectif. Et c'est ça qui enfin, une force, un moteur en tout cas, enfin, pour moi, et je le sens avec toi aussi, quoi, de se sentir uni, quoi, et de pas être seul, et de pas se sentir fou, parce que on croit toujours que ce qui nous est arrivé, en fait, est bizarre, mais dès qu'on parle avec d'autres, tout d'un coup, les choses se font. Tu parlais avant de chiffres, en fait. J'aimerais juste revenir sur ça, parce que c'est un argument, et des fois important dans les conversations, en fait, de tous les jours. Donc des fois on peut utiliser l'humour, des fois on peut utiliser même la colère, en fait, pour argumenter et convaincre quelqu'un de l'existence même, en fait, des violences sexuelles, de l'existence vaste et très vaste. Est-ce que tu peux revenir juste sur des chiffres, parce que je sais dans les interviews tu les cites souvent. Oui, alors parce que j'ai pas dit effectivement dans la présentation, moi j'ai été membre donc de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On a fait un travail quasiment pendant 3 ans. Il y a plein de chiffres qu'on peut donner. Déjà, on rappelle le chiffre qu'on a donné au niveau de la commission. On a dit qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Ce chiffre-là, il est sous-évalué. Je peux donner un seul exemple. En 2019, vous avez eu 23 000 enfants, d'accord, enfants qui ont déposé plainte pour des faits de violences sexuelles. Ok, donc combien n'ont pas déposé plainte quand vous avez 23 000 qui déposent plainte? Je dis pas d'adultes qui ont été victimes enfants, je dis bien d'enfants. Donc ça veut dire que déjà, on voit bien que ça. Mais bon, derrière les chiffres, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de volonté politique de dénombrer, etc. Voilà, donc on va dire que c'est quelque chose d'énorme. On dit qu'il y a un enfant toutes les 3 minutes. Donc voilà, rien que ce chiffre-là, ça doit quand même nous calmer. On doit se dire maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On dit qu'il y a plus de 10% de la population française victime d'inceste, violences sexuelles. Là aussi, on ne sait pas trop. Il y a eu je crois que c'est Face à l'inceste qui avait fait une enquête avec Ipsos à un moment donné et qui avait sorti ce chiffre. Quoi qu'il en soit, on voit aussi que c'est une ampleur sans nom, avec un massacre de masse dont il faut être conscient. Et puis, quand on regarde bien le travail qu'on a fait nous au niveau de la Civis, donc pendant 3 ans, donc ça a été créé par le président de la République en 2021 suite au mouvement MeToo Inceste, mais surtout suite à la création aussi de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il y avait une forme de continuité. Nous, ça a été un moment sans précédent en termes de fait social. C'est-à-dire qu'on a eu 33 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont contactés pour dire « j'ai été victime », etc., etc. Qu'est-ce que les gens nous ont dit ? Dans 8% des cas uniquement, les personnes ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. C'est-à-dire qu'on a dit à un enfant « je te crois, je te protège ». Et quand on a dit à un enfant « je te crois, je te protège », 62% d'entre eux déclarent
avoir aucun impact sur la santé physique, psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 92% des cas, dans la très grande majorité des cas, on a dit à un enfant « Je te crois, mais je ne te protège pas ». Je ne te protège pas parce que c'était un jeu, parce que tu comprends, la famille, c'est sacré, etc., etc. Et puis pour les nombreuses filles qu'on a eues, parce que quand on parle de violence sexuelle, rappelons-le, on parle de violence sexuée, c'est un homme qui le dit, 97% des agresseurs sont des hommes, 81% des victimes sont des filles, donc 19% des garçons, etc., quand on parle de pédocriminalité. Donc on a très souvent dit à une fille, est-ce qu'on dit putain en fait aux femmes, ta jupe elle était peut-être trop courte, tu l'as peut-être cherchée, etc., etc. Ça, on se rend compte très rapidement ado, la culture du viol, il faut bien qu'elle s'imprègne quand même assez tôt pour qu'elle puisse exister pendant toute la vie, etc. Il faut bien qu'il y ait un terrain fertile quand même. Et le terrain fertile, c'est l'adolescence chez les filles qu'on sexualise à mort, etc. Et puis on se dit forcément, elle l'a bien cherché, quoi. On l'a tous connu. Je rappelais il y a pas très longtemps dans les médias, rappelez-vous, parce qu'on a l'impression d'oublier plein de choses, le procès des tournantes, qui est pas si vieux quand même, où on disait que c'était des putes, etc., que c'était juste des fellations dans une cave, etc. Enfin bref, il y avait tout un truc qu'on pouvait comprendre en fait que des hommes pouvaient, voilà, et elle, quelque part, elle a bien cherché. Bref, pour revenir sur les chiffres, donc 92% des personnes qui nous ont fait confiance nous ont dit avoir subi un soutien social négatif. Donc le fameux « je te crois, je ne te protège pas ». Et puis pour certaines d'entre elles, 5 à 10%, 7%, je ne dis pas de bêtises, on leur a dit « je ne te crois pas ». Donc forcément, je ne te crois pas, je ne te protège pas, ça va ça. 90% de ces personnes ont eu affaire à la justice quand elles étaient mineures. Je fais une petite aparté, j'ai été moi en Guyane, donc en octobre dernier, en Guyane, on me dit au bout d'un moment, le week-end, parce que moi j'aime bien, comme je bosse dans la protection de l'enfant, j'ai bossé du moins pendant au moins 15-20 ans, on me dit, va visiter un centre éducatif renforcé à Cacao, c'est dans la RPI guyanais, etc. Donc j'y vais tranquillement. En plus, on me vend le truc, mon bon parisien que je suis, tu vas voir, il y a une pirogue, machin, des caïmans, tac, tac. Je me dis, allez, c'est bon, c'est parti, on y va. J'y vais, je suis reçu là-bas sur le lieu, donc assez unique, avec effectivement un centre éducatif renforcé ouvert, mais forcément ouvert parce que les gamins ne peuvent pas fuir parce que vous avez des caïmans dans l'eau, etc. Forcément, c'est dissuasif. Et là, j'ai des gamins qui m'accueillent. Et puis arrive le temps du repas facilement, et celui qui était le plus virulent d'entre eux me dit, au moment, qu'est-ce que tu fais là? Donc moi je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai été victime, je reste dans le truc. Voilà, ils avaient entre 15 et 17 ans. Lui, j'apprends très rapidement qu'il a tout fait exploser en Martinique, tout fait exploser après en Guadeloupe, tout fait exploser en Guyane, et donc il se retrouve en fait dans un lieu d'enfermement, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ok, c'est éducatif, mais quand même, c'est des centres de restriction de liberté où des mineurs en fait sont mis là-dedans, et même s'ils peuvent sortir par moment, etc., ça reste un lieu d'enfermement. Et lui, au bout d'un moment, dit, pourquoi tu parles de mon histoire devant tout le monde? Et ce môme-là, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, arrive à dire, mais moi, j'en ai parlé à ma mère m'a pas cru, donc c'est son père qui l'avait violé. Qu'est-ce qu'il faisait, en fait? Il faisait tout exploser dehors. Pour faire quoi? Pour rappeler, en fait, la société à l'aide, en fait. Il a tout fait exploser, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et personne ne l'a entendu. Et aujourd'hui, les retours que j'ai, c'est que c'est un gamin qui est plutôt dans une phase dépressive, etc., etc. Voilà. Alors, pour revenir donc sur les 92%, ok, on sait que toutes les personnes disent avoir des impacts sur leur santé physique, psychique, etc. Quels sont-ils? Une personne sur deux dit avoir fait une tentative de suicide. Une personne sur deux dit avoir des troubles alimentaires, anorexie, boulimie. 40% des personnes disent avoir une ou plusieurs addictions. 40% des femmes disent avoir des troubles gynéco, etc. Donc on est face à un problème de santé publique majeur qui fait qu'aujourd'hui on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on reste aux symptômes sans chercher la causalité. Donc c'est ça en fait notre sujet aujourd'hui, et c'est aussi le combat aujourd'hui qu'on mène, c'est-à-dire que c'est de se dire évidemment, sortons l'inceste, la violence sexuelle du huis clos et mettons-les sur l'espace public, bon sang, pour qu'on soit en capacité déjà, de voir les agresseurs. Arrêtons de voir que les victimes à un moment donné, c'est-à-dire que les agresseurs ont bien un visage, et qu'on soit en capacité aussi d'avancer, et puis choisissons notre camp, quoi. Je veux dire, il y a toujours des personnes, là on se rend compte, quand on a dit à un enfant « je te crois, je te protège », il y a très peu d'impact sur la santé physique et psychique. Quand on dit à un enfant finalement « je te crois mais je ne te protège pas », voire « Pierre, t'es un menteur, une menteuse », toutes les personnes en fait ont des impacts sur leur santé physique ou psychique. Donc ça veut bien dire que c'est un problème sociétal majeur et qui doit nécessiter des moyens en fait qui sont à la hauteur des enjeux, et surtout une volonté politique d'agir. C'est ce qu'on déplore aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on appelle la culture de la protection, mais réellement, il n'y a rien. On est dans un pays en France où il n'y a pas très longtemps, je le dis, rappelez-vous,
le chef de l'État dit, vient apporter ses louanges à Gérard Depardieu, par exemple. Hein, bon, bah voilà, ça vous donne un exemple de je te crois mais je ne te protège pas. Merci beaucoup pour cet apport de chiffres vraiment nécessaire, vraiment précis, qui remet bien les pendules à l'heure. Tu parlais de deux choses, notamment qu'on dit, justement, ces fameuses choses qu'on dit. Enfin, pareil, ça reflète aussi ce que moi j'ai vécu. Donc, par exemple, moi, on m'a souvent dit, première chose, c'est que des touches pipi, entre guillemets. Ensuite, parce qu'en fait, t'es homo, t'es gay. En fait, c'est tes premières expériences. T'es obligé de passer par là. Ensuite, on m'a dit que t'es pas un vrai homme d'être violé, en fait. Du coup, c'est une espèce de sous-catégorie. Je sais pas comment les gens en pensent, quoi, mais... donc, est-ce que tu peux déconstruire, en fait, un peu des mythes et que ce que toi, peut-être, tu as eu ou peut-être pas, en fait, comme cliché. Alors c'est une bonne question parce qu'en plus c'est une question qui revient souvent en ce moment en se disant et on voit bien qu'il y a la question que j'avais trouvée très belle d'ailleurs du MeToo garçon. J'avais eu du mal au début en me disant mais on a déjà fait le MeToo. Après j'ai compris, je trouvais ça bien justement d'accoler le MeToo à garçon. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant en termes de déconstruction d'un système patriarcal, c'est-à-dire la domination masculine, etc., qui peut s'imposer d'ailleurs sur tout le monde parce qu'en réalité sur la vulnérabilité des enfants c'est quand même l'ensemble du sujet. Alors je suis assez d'accord, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu culturel autour de la virilité des garçons qui savent pas se défendre, où on va banaliser aussi effectivement les questions du touche pipi. Et puis finalement, quand on regarde très rapidement, qu'est-ce qu'on dit de plus aux filles ? Si ce n'est qu'elles l'ont cherché, si ce n'est que, tu vois. Et moi, je pense qu'on a du mal, en fait, effectivement, peut-être à s'imaginer que un garçon, ça peut arriver, etc. On peut renvoyer quelque chose, mais en réalité, surtout, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on façonne le personnage de l'agresseur. Le personnage de l'agresseur, c'est toujours celui qui domine, c'est toujours celui, en fait, qui est dominant, y compris dans le discours, et qu'on cherche à minimiser, en fait. Donc, ça veut dire que la stratégie, elle vise à faire ça. Et d'ailleurs, moi, on me l'a souvent dit, hein. On me dit, attends, moi, je suis pas loin d'1m90. On me dit, mais attends, j'ai fait du rugby, machin. On me dit, mais comment ça, tu t'es pas défendu, etc., etc. Bien sûr qu'on va le dire de cette manière-là, en se disant, au bout d'un moment, un homme, on va lui renvoyer ça, en oubliant qu'à 8 ans, je faisais pas 1m90 déjà, quand même. C'est la base. Mais au-delà de ça, il y a un rapport asymétrique entre un enfant et un adulte, etc. Donc, il y a des choses... En fait, la société, culturellement, s'accommode de cette réalité-là. C'est-à-dire que, je dirais même que l'inceste, par exemple, c'est le premier des interdits. Et finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui passe crème, banal. Ça reste interdit en disant oh, c'est pas possible, etc. Et quand tu regardes, justement, pour revenir sur les chiffres, j'ai pas dit tout à l'heure, mais comme ça, j'en profite pour apporter une réponse, on se rend compte de quoi ? Moins de 3% des agresseurs sont condamnés en cas de violence sexuelle sur des enfants, moins de 1% en cas d'inceste. Ça veut dire que c'est le premier des interdits qu'on permet. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un permis de récidive systématique, en fait, pour les agresseurs. Et pour qu'il y ait un permis de récidive systématique, faut qu'on renvoie inévitablement à la victime comme qu'elle l'a bien cherché, sinon on peut pas donner quand même le permis de recommencer. Enfin, je veux dire, c'est aussi bête que ça en réalité. Donc il y a une inversion. Et donc nous, il faut qu'on combatte l'inversion systématique par rapport à ça. Mais oui, après, voilà, moi je sais pas, j'ai un peu de mal en fait à me dire, même si je comprends bien sûr que les garçons en parlent moins, les garçons sont quand même nettement moins nombreux quand même à être victimes. Moi je le dis de manière très claire et voilà, on parle de violences sexuelles, etc. Oui, c'est peut-être plus compliqué. Après, je suis convaincu qu'il y a plein de filles aussi qui n'osent pas le dire, voilà, j'ai été victime par mon frère, par machin, etc. pour des raisons quasiment similaires, parce qu'il y a des questions d'emprise, etc., qui sont très complexes, et je suis pas sûr qu'il faut qu'on entretienne une forme de clivage, même s'il faut qu'on soit conscient, en fait, d'une forme de viralité, j'allais dire rivalité, mais c'est assez intéressant, parce que du coup, il y a une forme de rivalité qu'on met homme-femme et garçon-fille, etc. Mais je pense qu'il y a une dimension systémique qui doit être quand même bien appréhendée, et pour bien l'appréhender, il s'agit pas de se dire, voilà, c'est plus difficile pour les uns que pour les autres, parce que voilà. Et moi, je pense que aujourd'hui, sur les violences sexuelles faites aux enfants, majoritairement, on m'a posé la question, parce qu'en plus, en ce moment, on est dans le fameux, il y a All... non, pas All... Not All Men, voilà, j'y arrive. Oui. Hashtag voilà. Moi, je l'avais bien en tête. J'avais du mal. Et c'est marrant, j'ai du mal à le dire. Et moi, on m'a posé la question dernièrement. Je fais, écoutez, j'entends qu'on n'est pas tous comme ça. En même temps, on va pas nous remettre une médaille parce qu'on viole pas quelqu'un ou parce qu'on n'est pas violent, comme faut qu'on arrête le délire. Même si je peux entendre. Hein, j'étais là récemment avec une femme exceptionnelle qui s'appelle donc Michel Perrault, qui le disait aussi en disant oui, mais c'est quand même bien parce que moi j'ai rencontré. Mais je fais la question, c'est pas ça pour moi.
La question, c'est quasiment, on pourrait opposer le hashtag All Women, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose où quasiment toutes les victimes sont des femmes. Bien sûr qu'il y a des hommes, bien sûr qu'on ne doit pas machin, bien sûr. Mais bon, encore une fois, c'est le rapport de domination qu'il faut voir. Ce qui est intéressant quand même dans les chiffres, c'est qu'on se rend compte que très souvent chez les hommes, les garçons, pardon, c'est avant en fait l'adolescence, donc avant le moment où effectivement les garçons sont formés, etc. Et chez les filles, c'est à partir de l'adolescence. Donc ça dit quelque chose de la société, ça dit quelque chose de cette culture en fait du viol, ça dit quelque chose de notre éducation, ça dit quelque chose aussi évidemment qu'il faut qu'on sorte aussi de cette figure du monstre qu'on alloue systématiquement justement pour minimiser leur acte aux agresseurs, en se disant que en fait un agresseur, la violence c'est toujours un choix. Moi, j'arrête pas de le dire. C'est très simple. Et que le premier risque qu'a une victime, en réalité, malgré tout ce qu'on nous dit dans la société en disant « Ouais, quand même », là on le voit d'ailleurs, encore une fois, procès Pellico et d'autres, on se dit « Oui, il y en a certains que c'était des victimes, donc c'est vrai que les victimes… » Non, mais le premier risque pour une victime, c'est d'être de nouveau victime. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à bien d'autres personnes. Ça, c'est le premier, c'est ce qu'on a dit au niveau de la Civis. Les chiffres de la Civis, par exemple, disent aussi que 40% des agresseurs ont été victimes de leur enfance. Et la grande majorité, en fait, ce sont des agresseurs enfants. Pourquoi ? Parce que quand on parle de pédocriminalité, par exemple, il y a 1/3 des agresseurs qui sont mineurs. Et on évacue ce sujet socialement, pourquoi ? Parce qu'on fait une confusion entre violence sexuelle, viol, et relations sexuelles. Et donc, on fait des agresseurs mineurs, on leur retire en fait leur statut de minorité, on en fait des adultes. Alors qu'en France, théoriquement, si on regarde bien comment les choses sont constituées, on a ce qu'on appelle l'ordonnance 45. L'ordonnance 45, logiquement, on se dit que même les enfants en fait, qui ont affaire à la justice sont avant tout des enfants à protéger. Et bien sur la question des violences sexuelles, on évacue complètement ça et on fait des mineurs, des majeurs. Et puis voilà, moi je l'ai vu, je l'ai déjà vu, j'étais directeur de village d'enfants, etc. Je l'ai vu ce sujet-là. Je l'ai repris avec des professionnels en disant mais non, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire c'est un jeune, le jeune s'il a 12, 13 ans, etc., on est obligé de le protéger. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que Pierre, tu m'autorises à poser la dernière question ou tu avais quelque chose Je te donne mon consentement. Super. Comme mot de la fin, j'aimerais bien que tu m'en donnes 2 symboliquement. Concrètement, quelqu'un qui a envie de changer les choses, qu'est-ce qu'il peut faire ? Une personne civile, une personne… Et aussi un mot d'espoir, quoi. Quelque chose que tu vois en positif pour demain. Que peut faire la personne ? C'est une très bonne question, plein de choses en fait. Je ne peux pas répondre que par un mot. Déjà, il faut se rappeler qu'il y a quand même des numéros qu'on peut utiliser. Il y a le 119, on peut faire aussi des signalements auprès du procureur de la République. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi rejoindre des associations comme Move Enfant pour dire des choses comme ça, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Et nous, on est vraiment sur cette action-là. Et surtout, ce qu'on ne doit pas faire, c'est se résigner. Il faut s'indigner. Et puis bien souvent, en fait, faut prendre conscience surtout ce que les personnes doivent savoir et faire et comprendre, c'est que quand on regarde les chiffres, la majorité en fait de la population couvre. Donc ça veut dire que si vous ne couvrez pas, c'est bien, vous êtes dans le sens de la loi. Si les gens en face ne vont pas dans le sens de la loi, c'est normal, c'est-à-dire que c'est culturel, et donc il ne faut pas se remettre en question d'un truc, etc. Par contre, il faut oser et il faut se dire, moi je pense qu'il faut s'organiser. Je le dis, à la Réunion, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs militants qui nous ont rejoints et on va faire un comité. On va s'organiser. Je ne peux pas aller à la Réunion tous les 4 matins, on est bien d'accord, c'est pas le sujet, en plus que je porte tout, ça n'a pas d'intérêt. Donc, indignons-nous collectivement, soyons dans un truc clair, net, précis, on arrive au bout d'un moment, enfin voilà, c'est pas et se dire au bout d'un moment, surtout ne baissons pas les bras. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité quand même d'avancer. Et ta deuxième question, l'espoir ? L'espoir, c'est qu'il ne faut pas lâcher, l'espoir, c'est qu'on va y arriver. Si je peux dire les choses comme ça, c'est une évidence absolue. C'est qu'on peut remporter des victoires. Moi, je peux partager certaines victoires qu'on remporte. On a remporté, on s'était levé quand on avait, par exemple, Bastien Vivès, donc qui était cet auteur de BD, qui, en interview, etc., faisait l'apologie de l'inceste en disant l'inceste, ça m'excite, etc. Nous, on avait fait une pétition qui avait explosé en l'espace de quelques jours, et on avait réussi à le déprogrammer du festival d'Angoulême. Bon, on voit bien qu'il revient là avec un livre, on l'a en tête, bien entendu, c'est dans pas très longtemps, je donne pas la date, mais nous, on a bien noté la date. Prochainement, pareil, on va pas lâcher, en fait, parce qu'on sait que forcément, en fait, ce type de personnes, systématiquement revient et trouve forcément un éditeur, parce qu'on sait bien que les victimes sont exclues, mais que généralement les personnes qui ont des propos comme ça plaît, quoi. C'est quelque chose qui est très vendeur, forcément. Voilà. Mais en tout cas, c'est une victoire. On a eu des victoires aussi. On prend l'exemple, on a, du côté de Lyon, il y avait un prêtre qui s'appelle Louis Ribes, qu'on appelait le Picasso des églises, qui avait dessiné des vitraux.
Et ces vitraux, en plus, il les dessinait en violant des enfants. C'était connu de tout le monde, ça a été reconnu par l'Église. Et donc, nous, on a demandé au bout d'un moment, dans des villages, dans plusieurs villages du côté de Lyon, en fait, que les vitraux tombent, en fait. Alors, on a eu le droit, moi, je trouve ça magique comme affaire, et ça, faut le partager, quoi, quand même. On a toujours les gens qui arrivent, font, ouais, on a que ça dans notre vie, quand même, vous allez pas retirer nos vitraux, qui sont souvent, d'ailleurs, pas les cathos, en réalité. C'est des gens du coin, association de patrimoine, machin. Vous vous rendez compte, c'était le Picasso, quand même. Les victimes, elles ont quel âge maintenant? Et il est mort, machin. Enfin, tout le truc habituel qu'on connaît. On n'a pas lâché. Les vitraux sont tombés. Il n'y a qu'une ville aujourd'hui. Je retacle un peu EELV, je le dis ici, etc. Parce que c'est un maire qui s'appelle Mohamed Boudjelaba, qui est donc proche des Verts, qui a été élu grâce aux Verts, et qui, lui, dit distinction homme-artiste. Là, il a un peu baissé un peu la garde, comme on dit, en disant, bon, je veux bien qu'on ait une discussion, mais quoi qu'il en soit, les vitraux sont toujours là-bas. La ville s'appelle Givors, donc c'est dans la périphérie de Lyon, etc. Quoi qu'il en soit, tous les autres vitraux, on a été reçus notamment par un maire, notamment moi j'ai été très touché, un maire de droite sur Charlie, qui est donc pareil dans la banlieue lyonnaise. Et le maire de Charlie nous dit quoi? Nous dit, au début il faisait homme artiste, et puis un jour il m'appelle et me dit non, je suis rentré dans l'église, en plus j'ai vu les vitraux, on se pose la question, même je me demande même si il dessine pas des enfants quand faire une fellation à un homme, machin, enfin il savait pas trop. Et puis il a compris. Donc il a pris une décision. Il a dit, c'est ma responsabilité, je le fais. Et il a été à l'encontre, moi je me rappelle de cette conférence de presse, réunion publique qu'il avait faite, où il y a des gens pareil qui sont arrivés, on a que ça dans notre vie, etc. Et lui il a dit, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire par dignité au niveau des victimes, c'est pas possible. Et les victimes étaient là. Donc il y avait des gens en face qui disaient ça. Et ben le maire a eu le courage au bout d'un moment. Et je pense qu'on peut s'appuyer au bout d'un moment quand on a ce type, ça donne de l'espoir. Alors bien sûr qu'après on a des Mohamed Boudjelaba ou d'autres, je dis, moi je balance les noms, j'ai pas de problème avec ça, parce que ça m'excède en fait, je comprends pas en fait. Je me dis comment un élu avec sa responsabilité peut dire ça. C'est comme si je fais le parallèle avec l'actualité, comme l'élu de Mazan qui vient dire évidemment il n'y a pas mort d'homme ou il n'y a pas eu d'enfants qui ont été touchés. Nous on appelle tout de suite au niveau de Mouvement Enfant, on réagit, on s'indigne, on demande la démission de ce monsieur, on dit évidemment il est maire lui en fait, même d'un petit village, ce qu'on veut, etc. On s'en fout, il est maire en fait. Un maire, si on veut être à la hauteur des violences faites aux femmes, violences faites aux enfants, il peut pas dire ça le monsieur en fait, juste ça doit participer à quelque chose de beaucoup plus large et voilà. Donc les victoires on peut en obtenir, on en obtient plein d'ailleurs au niveau de Mouvement Enfant. On a obtenu dernièrement aussi la fermeture définitive du lieu de mémoire de l'abbé Pierre. Parce qu'on dit simplement, non, nous n'allons pas effacer l'hiver 54, l'appel de l'hiver 54, parce que bien sûr qu'il est passé l'appel de l'hiver 54, sauf que rendre hommage à un agresseur, c'est pas possible, en fait, il faut qu'on arrête, il faut qu'on pense aux victimes. Et ben on a obtenu effectivement la fermeture définitive, et là, c'est pas fini. Là, nous, ce qu'on a fait, vu qu'il n'y a pas d'autosaisine de la justice sur cette affaire-là, du procureur de la République, ce qu'on a fait, c'est que là, on a envoyé pas plus tard que, je vais nommer la date, la vendredi 20 septembre, on a envoyé un signalement en fait auprès du parquet en disant on signale des faits d'agression sexuelle et de viol commis par l'abbé Pierre, avec tous les éléments effectivement qui ont été transmis dans la presse et pas que, en demandant à la justice en fait de faire son boulot. Là, on veut nous vendre une justice parallèle avec des commissions. Moi, ça m'excède. Et bien, si ça nous excède, on va pas juste pleurer et se retrouver autour d'un verre, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, on peut le faire, ça aussi, à un moment donné, mais ce qu'on peut faire quand même, c'est agir. Se dire, non, tiens, on fait ça. Que fera après la procureure de la République? J'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, moi, c'est que j'ai pris ma petite photo en envoyant un courrier recommandé à la procureure de la République pour lui demander d'agir, parce que je crois en la justice. Bien sûr, il faut de l'espoir en la justice, sinon, il faut qu'on arrête tout. On est quand même en France, etc. Donc, bien sûr. Donc, il faut s'indigner, et puis surtout, il faut qu'on remporte des victoires. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit un vrai collectif. Il faut qu'on se dise au bout d'un moment qu'on n'est pas que victime, on n'est pas que ça. Moi, j'aime bien l'expression d'ailleurs survivant de survivants. Et qu'il faut croire aussi en nous comme on peut apporter à la société un vrai savoir expérientiel, où on peut avancer en fait sur ces choses, là où la société a tendance très souvent en fait à nous mettre de côté. Moi, je pense qu'on n'est pas que ça. Parce qu'on a plein d'expertises diverses, variées. On le voit à Mouvement Enfant, je le dis. À Mouvement Enfant, donc moi, je suis anthropologue de formation. On a des personnes, je sais pas, qui sont graphistes, d'autres qui sont dans la com, d'autres qui sont, je le disais, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, etc. Bref, on a plein de gens, mais parce que on est partout en réalité, on est plus de 10% de la population. Et alors, si on est plus de 10% de la population française, on fait quoi? On se dit juste qu'on est des pauvres victimes, on se dit à un moment donné, on a aussi ce pouvoir d'agir, et peut-être que même en s'unissant les uns avec les autres, on se soutient aussi, et franchement, ça fait du bien.
Dernière chose. C'est une question, Pierre, ou pas? Non, c'est une recommandation. Donc, avant qu'on a démarré l'enregistrement, tu parlais de le documentaire DJ Mehdi. Est-ce que tu peux recommander en fait une chanson qu'on va ensuite passer peut-être après ton intervention, enfin qu'on va choisir en fait et mettre dans le podcast, et aussi un passage de l'interview que tu as fait avec Michel Perrault sur France Inter, donc à la radio. Est-ce que ce qu'elle a dit hier peut-être t'a ému, enfin ou Ça passe inspiré. dans Un Monde Nouveau, samedi 21 septembre à 18h10. Donc c'est aujourd'hui à 18h10. Et c'est une femme hyper inspirante. Moi j'adore Michel Perrault. Bref. France Inter. Commence en effet, avec le mouvement de libération des femmes, à parler de ce que nous appellerions domination masculine maintenant, mais on disait patriarcat. Christine Delphi, qui est une grande théoricienne, employait le mot patriarcat. C'était ça le terme. Et je dois dire que je suis de plus en plus frappée par la vitalité des jeunes féministes d'aujourd'hui. Donc, il m'arrive d'en rencontrer souvent et tous les jours, et ça donne beaucoup de courage. Bref, je me dis c'est une personne tellement inspirante. Et puis, musique. Musique. Ok, top. Merci. Merci. Merci à toi, Arnaud. C'était magnifique. C'est une star, en tout cas pour moi. Il a soulevé énormément de choses. Il a été efficace, pro dans ses interventions, ses arguments. Et je sens aussi, je me reconnais en fait dans sa méthode, dans sa façon d'agir, ce qu'il a vécu aussi, mais aussi sa façon d'agir, surtout en France, où j'ai l'impression on est obligé d'être des fois rationnel en fait, en parlant de chiffres, d'études, en étant scientifique dans son approche, dans la lutte de violences sexuelles, notamment dans des conversations de tous les jours, que ce soit au boulot, dans la famille ou avec d'autres proches, pour en fait avoir un sentiment, ou en tout cas argumenter sur les choses. Il faut passer par les chiffres. Des fois, on passe par l'humour, on peut dédramatiser la situation, on peut aussi faire de l'éclairage. Et justement, sur ce point-là, il apporte une perspective. Et ça, j'ai appris récemment qu'il y a des gens qui expriment leur opinion et il y a des gens qui apportent une perspective. Et il en apporte une importante, qui est de passer outre la dualité agresseur-victime. Déjà, le mot victime, il va employer le mot survivant, survivante. Ensuite, il va plutôt parler d'un système, en fait, et ce qu'il n'a peut-être pas évoqué comme mot, mais je suis sûr qu'il le dit dans d'autres situations. Donc, sur le mot d'allié, en fait, direct ou d'allié indirect, en fait, de l'agresseur, de la culture de la protection, plutôt que culture de viol. Donc, il a un lexique vraiment passionnant. Et voilà, c'est un expert, en fait. Il devrait aussi rentrer au Panthéon. Et il devrait vraiment avoir plus de reconnaissance. Et c'est un immense honneur de l'avoir. Et pour finir, c'est vrai que ça parle de violence aussi, en fait, physique, en fait, et psychologique. Et tout ça est lié, en fait, parce qu'on focalise ce podcast sur la violence sexiste et sexuelle. Mais lui, il est dans la protection de l'enfance, et c'est tellement noble. Et il évoque aussi, en fait, tout un mécanisme de violence qui est extrêmement important aussi, des fois de faire un zoom, en fait, d'élargir, en fait, tout ça. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. À toi alors, du coup, Mathilde. Waouh. Pour ma part, on aura envie de revenir sur tout, de tout décortiquer, de tout approfondir. Mais je vais me restreindre. Je vais choisir trois sujets différents. Pour rebondir, tu sais, sur la question de l'expertise que tu viens d'aborder,
J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu lui poser la question. En médecine, on considère qu'aujourd'hui, on peut prendre en compte les témoignages des patients. On appelle ça des patients experts parce qu'effectivement, ce sont ceux qui connaissent le mieux le déroulé de leur pathologie, de leur maladie, des symptômes, etc. Et effectivement, est-ce que dans le cadre des violences sexuelles, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de victimes experts, survivants experts, je ne sais pas, puisque lui préférait survivants et survivantes. Donc ça, c'était vraiment mon premier questionnement sur ce sujet. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimée chez Arnaud, c'est vraiment son fonctionnement que j'aime vraiment beaucoup. Il est motivé, sa colère est motivée par l'espoir. Et ça, c'est incroyable. Moi, la colère, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose qui m'a structurée quand j'ai rejoint les luttes contre les violences sexuelles notamment. Et beaucoup de gens détestent les colères, mais moi, je trouve que la colère, elle est belle. Si elle reste un outil, si on ne se laisse pas submerger et qu'on n'aboutit pas effectivement à la violence, la colère, c'est vraiment un outil magnifique. Et on la sent, sa colère, elle est juste en dessous, mais il la met toujours au service de quelque chose de constructif. Et ça, c'est juste incroyable. Et à titre vraiment personnel, moi, il y a vraiment une phrase qui m'a touchée à un moment. Quand il a parlé, il s'est un tout petit peu contredit à un moment. Il était là, il a hésité sur le mot reconstruire et construire. Et en fait, non, il a vraiment biffé le mot reconstruire. Il a dit, non, on peut aussi se construire à partir de rien, hein, finalement. On n'est pas obligé de bâtir sur le traumatisme. On peut se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je me construis. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Enfin, moi, ça a vraiment fait écho à mon expérience personnelle. Et vraiment, j'ai eu un petit moment pour me remettre à ce moment-là. Merci vraiment beaucoup à Arnaud sur ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Exact, donc je suis ravi de revenir pour la 2e saison. Là, on est en chaussettes, dans un nouveau studio. J'aime beaucoup tes chaussettes. Est-ce que tu as choisi spécialement? J'ai choisi des chaussettes qui vont avec mon t-shirt. D'accord, ok. Mon coup de cœur aujourd'hui, il est très actuel, effectivement, et il est en lien avec le combat de Arnaud. Je voudrais revenir sur ce que la société appelle mal un fait divers. Quand c'est des violences sur les enfants ou des violences sexuelles même sur les femmes, les hommes, c'est jamais un fait divers, c'est un fait de société. Voilà, il y a 2 ans, il y a une association qui s'appelle Les Papillons qui a installé je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a installé une petite boîte à lettres sur le côté d'un bureau d'un professeur dans une classe d'une école. Vraiment, c'est une toute petite boîte à lettres blanche avec des papillons collés dessus, puisque le nom de l'association, c'est Les Papillons. Et cette boîte à lettres, elle servait tout simplement à recueillir les confessions, on va dire ce que les enfants avaient envie de dire sur ce qu'ils vivaient en matière de violence physique, sexuelle, etc. Et l'association n'a même pas eu le temps, finalement, de faire une présentation de l'outil auprès des enfants. Que le midi même de cette installation, ils ont ouvert la boîte et ils ont trouvé la lettre d'une petite fille qui accusait son grand-père. Voilà, c'était la 3e petite fille que le grand-père agressait. À la suite, c'était la plus jeune. Et c'est elle qui a trouvé le courage, la force, la résilience, je sais pas, les mots pour écrire cette lettre. Et donc voilà, ça c'était il y a 2 ans. Et en fait, le procès, il s'ouvre actuellement. Et je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve ça incroyable que cette association, elle a eu cette idée qui paraît toute simple, mais toutes les idées sont simples jusqu'à ce qu'il faille les mettre en œuvre. Et donc, grâce au courage de cette association qui a été fondée par un homme qui était aussi une victime, enfant, grâce au courage de cette petite fille, grâce pour une fois à la société qui a bien voulu bouger, écouter, recevoir la parole de cette petite fille, le procès, il ouvre de ce grand-père. Donc, continuons comme ça, quoi. Arnaud Gallet, fondateur de Prévenir et Protéger et de Move Enfance. Il est également l'auteur de J'étais un enfant aux éditions Flammarion. Merci à lui pour sa lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. La prochaine fois, nous accueillerons chez Basta L'Omerta Maï, qui travaille avec les animaux et qui va nous présenter les différents moyens qu'elle met en place sur son chemin de résilience face aux violences sexuelles qu'elle a subies. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. No local
Ray. Angela Ray, you're a new dancer on the new dance show. Yes, I am. Okay. Tell me, what do you like about the new dance show? Well, I really enjoy all the people, and everybody dances really well, and I learned some new moves, and it's a lot of fun. Really a lot of fun. Good. I think it's time for a little mix right about now, and we'll go to a little mix.